Merci beaucoup. Alors, avant de clôturer ce webinaire, ce qu'on vous proposait, c'était de prendre quelques minutes, bien évidemment, en fonction de votre participation, pour que vous puissiez en fait vous exprimer. Donc, comme Cyril vous l'a mentionné en introduction, cette présentation s'inscrit bien sûr dans le cadre des assises, mais aussi dans le cadre de la construction d'un schéma directeur de l'énergie. L'idée, pour rappel, étant vraiment de pouvoir traduire des ambitions fortes de la métropole en une feuille de route concrète qui soit opérationnelle, mais qui soit aussi partagée et consensuelle. L'idée étant vraiment de passer au temps de l'action et à la mise en œuvre concrète. Donc, ce sur quoi on voulait vous entendre ou vous lire, c'est quel rôle pour les partenaires dans le futur schéma directeur de l'énergie, dans son élaboration puis sa mise en œuvre. Le souhait d'Orléans Métropole, c'est de vraiment continuer à mobiliser très largement les partenaires tout au long de l'élaboration et de la mise en œuvre. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de vous entendre sur le rôle que vous souhaitez jouer, sur quels seraient vos besoins pour pouvoir véritablement vous impliquer dans cette dynamique. Et puis, si vous souhaitez d'ores et déjà nous faire part de vos envies d'agir, de vos propositions. Voilà, donc c'est un questionnement très ouvert. Je vous invite soit à prendre la parole, soit à écrire directement dans le chat. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer sur ces... Alors, on a bien noté tous vos commentaires sur le solaire photovoltaïque, sur le thermique, sur tous ces enjeux-là. Là, vraiment, c'est qu'on puisse vous écouter sur ces 3 lignes de questionnement. Pour pouvoir activer votre micro, si jamais vous le cherchez, puisque vous êtes tous en muet normalement par défaut, ça se trouve tout en bas à gauche. Vous pouvez normalement désactiver votre son et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez nous le mentionner par écrit. Oui, moi je veux bien faire une intervention si c'est possible. Bien sûr. Voilà, je travaille dans une association qui s'appelle Virage Énergie Centre Val de Loire, donc qui s'adresse sur toute la région. Et dans le travail que nous avons fait avec l'Institut Négawatt, il y a maintenant début 2017, nous avons proposé effectivement de voir comment on pouvait passer à 100% d'énergie renouvelable en région centre en 2050. Donc la même question se pose aussi pour la métropole, c'est-à-dire en gros, pour y arriver, il faudrait déjà diviser par 2 l'ensemble des consommations. Donc on a bien vu effectivement l'objectif que l'ensemble des travaux que vous avez déjà réalisés, que vous nous avez présentés ce matin, comment on peut arriver effectivement à faire une réduction de 50, de la moitié des consommations pour 2050, au moins, ou peut-être même avant si c'est possible, mais je n'y crois pas, et puis donc les remplacer par des énergies renouvelables qui à ce moment-là donneront les 100% de production d'énergie pour cette date-là. Nous, ce qu'on propose effectivement, on se rend compte une chose, c'est que beaucoup de citoyens attendent beaucoup des pouvoirs publics, que ce soit les collectivités ou même de l'État ou des choses comme ça, beaucoup des pouvoirs. Et par contre, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent faire, eux, à leur niveau, sur les consommations dans le transport, les consommations en isolation des bâtiments, etc., etc. Et donc, on souhaite aller au devant des populations quand on pourra le faire, quand le confinement sera réduit, enfin, ou le couvre-feu, pour pouvoir aller effectivement au devant des populations et produire on est en train de faire une petite plaquette qu'on pourra remettre à la population, discuter avec eux, que ce soit dans les gares, que ce soit sur les supermarchés, que ce soit dans les marchés, enfin, etc. Voilà, donc c'est ça notre objectif. Donc, je voulais avoir un peu votre avis par rapport à la métropole, parce que nous, on travaille sur l'ensemble de la région avec beaucoup d'associations, donc France Nature Environnement, etc., notamment, le mouvement associatif, il y a beaucoup d'associations qui travaillent avec nous, et on essaye de voir comment on pourrait aller mieux convaincre les gens de faire des choses à leur niveau. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, on ne pourra pas s'exprimer au nom de la métropole sur l'action que vous proposez. Par contre, moi, je vous invite vraiment à
l'idée du schéma directeur, comme on l'a dit, c'est qu'il soit vraiment co-construit et c'était vraiment l'objet de cette première session aujourd'hui, c'était de lancer la dynamique et que vous puissiez commencer à vous impliquer. Et donc, il y aura, les assises ont une seconde étape qui est le parcours d'engagement. Je laisserai Cyril revenir dessus. Et on aura cette phase de co-construction du schéma directeur qui est, bah voilà, maintenant qu'on a ce diagnostic, qu'on a notre trajectoire, notre scénario, quelle action concrète mettons-nous en œuvre. Et moi, je vous invite vraiment à participer à ces ateliers de co-construction du programme d'action qui auront lieu au printemps pour justement pouvoir être force de proposition sur ce sujet qui est vraiment très important. Et vous pointez du doigt quelque chose d'essentiel qui est accompagner le changement, accompagner la mobilisation des citoyens, des parties prenantes. Il y a des ateliers citoyens là dans le cadre des assises. Vous pouvez aussi participer et apporter votre regard, faites vraiment une plus-value. Vous savez, au-delà de notre simple regard, nous, bureau d'études, voilà, on a nos avantages et nos inconvénients. Je vous invite vraiment à continuer à vous impliquer dans ce processus. J'ai d'autres personnes qui ont levé la main, donc vous pouvez lever la main et du coup, je vais pouvoir aller vous interpeller. Je m'excuse si je prononce mal vos noms. Madame Anne Lheureux, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, bonjour Anne Lheureux, moi je travaille chez GRDF, le distributeur de gaz. On a parlé un tout petit peu méthanisation, c'est un sujet un peu compliqué. Notre vision, c'est qu'on peut être à 30% de biométhane dans le réseau de gaz globalement et notamment à Orléans en 2030 et 100% en 2050. Et du coup, on a proposé dans le cadre du OFF, alors je ne sais pas si on va être retenu, il faut avoir le droit de faire une petite, dans le OFF, un webinaire sur qu'est-ce que c'est la méthanisation. On a parlé de la production à partir de biodéchets au bout de steppe sur Orléans, en tout cas dans les conversations à côté, ou bien de production agricole sur les EPCI voisines. Du coup, il y a des sujets, je pense que c'est un sujet trop spécifique pour ce webinaire d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un sujet intéressant et voilà, nous on est partant pour faire un petit zoom méthanisation dans le off. Merci beaucoup. Monsieur Michael Philippe? Oui, bonjour, Michael Philippe du BRGM Orléans. Donc, on a contribué un peu indirectement à cette étude sur l'aspect analyse du potentiel géothermique. J'avais quelques réactions que je voulais avoir par rapport à ça. La géothermie sur nappe n'a pas été évoquée tout à l'heure en disant que ça concerne plutôt les gros bâtiments. C'est vrai, il y a pour autant pas mal de gros bâtiments qui seraient éligibles sur la métropole. Pour rappel, pour l'instant, on a 150 opérations de géothermie qui sont référencées sur le territoire de la métropole, dont 77 sur nappe, donc c'est-à-dire la moitié en fait qui sont sur nappe dans l'existant. Donc c'est un état des lieux existant. Et je serais intéressé pour échanger peut-être un petit peu plus tard avec Artelis aussi pour voir qu'est-ce qu'on met en valeur, parce que en fait on a mis en ligne une carte du potentiel géothermique, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir sur chaque parcelle. Je comprends que c'est un outil qui doit être approprié par tous les citoyens et que le citoyen puisse, alors ça vaut pour la géothermie, mais aussi pour le solaire sur toiture, puisse identifier sa parcelle, sa maison et voir s'il a un potentiel intéressant pour mettre une toiture PV pour produire son électricité, mais aussi si sa parcelle se prête bien au niveau des différentes contraintes réglementaires et de la ressource pour faire une géothermie. Et ce n'est pas le même affichage que le potentiel à l'échelle d'une maille iris. Donc, à voir comment on peut avoir des affichages mieux adaptés aux besoins de nos concitoyens. Ensuite, ce qu'on pouvait proposer, nous, en contribution pour aller plus loin au niveau du BRGM, c'est peut-être d'avoir une analyse un peu approfondie sur quelques cas exemplaires pour faire des fiches exemplaires avec des données de fonctionnement énergétiques, des coefficients de performance pour montrer quelles performances énergétiques ont ces systèmes dans des contextes un peu différents, en visant une variété de typologies de bâtiments et de ressources géothermies sur nappe ou sur sonde géothermique. Voire aller plus loin. Alors, pour votre information, on vient d'instrumenter le bâtiment de la CAF du Loiret, qui est situé à Saint-Jean-le-Blanc et qui est chauffé avec une contribution au chauffage par géothermie et un rafraîchissement par géocooling, c'est-à-dire sans pompe à chaleur en usage direct du frais du sous-sol.
Et on vise à diffuser publiquement en temps réel les consommations, le fonctionnement de ce système. Donc, c'est dans le cadre d'un projet de recherche de la région Centre-Val de Loire et on est en accord avec la CAF pour diffuser ces données. Et on pourrait envisager de diffuser les données de quelques bâtiments exemplaires. Je sais qu'il est prévu de la géothermie pour Comet. Il y a de la géothermie sur le bâtiment du labo aussi, pour faire connaître un peu aux habitants de la métropole comment fonctionnent ces systèmes sur des bâtiments aussi un peu emblématiques, avec un peu un détail là, des performances qu'on peut atteindre. Enfin, je voulais dire un mot aussi sur la géothermie profonde. Il y a quand même un potentiel intéressant pour du chauffage, alors, soit pour du réseau de chaleur ou des besoins agricoles. Et donc, à voir, nous, on serait prêts à accompagner la métropole pour la réalisation d'une nouvelle opération en géothermie profonde. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. Et peut-être voilà, communiquer aussi sur l'espace de l'observatoire, sur les opérations qui sont identifiées. Peut-être qu'on pourra aller plus loin aussi pour voir, parce qu'elles sont identifiées dans notre banque de données du sous-sol, mais on ne sait pas si elles sont toujours en fonctionnement ou pas. Donc, peut-être avoir une analyse pour savoir lesquelles fonctionnent réellement. Et peut-être être un peu exhaustif, parce que peut-être que certaines n'ont pas été déclarées en BSS pour avoir un recensement et que les concitoyens puissent se rendre compte qu'il y a des opérations à proximité de chez eux qui fonctionnent et que ça puisse donner des idées. Voilà ce que je pouvais proposer en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, j'ai Bertrand qui a levé la main. Excusez-moi, j'ai juste votre prénom ou votre nom si vous souhaitez prendre la parole. Oui, alors moi je suis Bertrand Lupard, j'interviens à titre personnel. Alors, merci pour cette présentation qui était très claire. Je me permets juste quelques réflexions. J'ai vu qu'on a beaucoup parlé de production d'énergie, mais finalement, on a assez peu parlé d'économie d'énergie, ce qui me semble tout aussi important, en fait. On a aussi beaucoup parlé du développement du renouvelable, et on a l'impression que c'est devenu un but en soi. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de la transition énergétique, c'est de réduire notre usage de produits pétroliers et surtout de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, j'aurais été intéressé pour voir effectivement dans le développement des renouvelables qui est proposé, donc le photovoltaïque et la géothermie, quelles sont les baisses d'émissions de gaz à effet de serre attendues. Donc, je n'aurai pas la réponse, mais je laisse potentiellement, sur votre deuxième point, je laisse potentiellement Laurent compléter s'il le souhaite. Sur le premier point, effectivement, vous avez tout à fait raison, la transition, c'est un triptyque, c'est efficacité, sobriété, renouvelable. On est effectivement, alors on parle du schéma directeur des énergies qui, effectivement, vise à regarder à la fois le côté économie d'énergie et le côté production. Il se trouve que là, dans le cadre des assises, on est sur un thème énergie renouvelable et qu'il y a un autre thème sur la rénovation, où là, les questions d'économie d'énergie et de sobriété sont traitées en détail. Donc, c'est vrai que là, pour le choix des assises, a été fait le choix de traiter les deux sujets un petit peu en parallèle pour pouvoir rentrer vraiment dans les détails, mais qu'à la fois aujourd'hui, comme on vous présentait le diagnostic du schéma directeur des énergies, on a fait une petite entorse à ça pour vous présenter les deux côtés. Mais effectivement, dans le cadre du schéma directeur, et quand je parlais justement de cette co-construction du programme d'action, notamment, il faudra bel et bien identifier les actions qui aient trait à ce triptyque mégawatt que je mentionnais. C'est pour ça aussi que je réagissais très, très favorablement et très positivement à la question de l'accompagnement du changement, de la mobilisation de tous les citoyens, parce que va se poser aussi la question de réduction de température de chauffage et ce genre d'éléments où on sait que c'est effectivement un enjeu en soi. Laurent, je ne sais pas si tu veux réagir sur la deuxième partie. Oui, tout à fait. Merci pour votre intervention. Alors effectivement, encore une fois, bonne question. Je disais qu'il fallait découpler production et consommation, mais bon, on s'aperçoit bien que l'objectif derrière, c'est le même, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je vous rejoins totalement là-dessus. Au niveau de la production, alors il y a quand même des productions qui permettent de réduire directement les émissions. Donc typiquement, quand on convertit un équipement de chauffage, si vous passez d'un équipement fuel à un équipement gaz ou d'un équipement gaz à un équipement pompe à chaleur géothermique, par exemple. Donc là, vous augmentez la production, mais à la fois, vous convertissez une consommation qui avant émettait vers une consommation qui émet moins. Donc, comme
la conversion d'équipements permet quand même de réduire les gaz à effet de serre, en particulier dans le chauffage. Voilà, et ça concerne en particulier les pompes à chaleur géothermiques, mais aussi les chaudières à gaz plus efficaces, la réduction du fuel, etc. Sur l'électricité, c'est vrai que le débat est plus compliqué en France en particulier. On serait en Allemagne, ça serait moins compliqué parce qu'on se dirait bah, très bien, on évite des productions de charbon. On est en France, on a une électricité déjà décarbonée. C'est des débats un peu plus vastes. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est un débat qui fait rage chez les spécialistes de tous bords. Je dirais, ce que je peux juste dire, c'est que d'une part, quand même si les consommations d'électricité diminuent tendanciellement et vont continuer à diminuer, il devrait y avoir un report des consommations, même dans le chauffage, vers quand même l'électricité via les pompes à chaleur en particulier. Donc, si vous produisez plus d'électricité renouvelable locale, vous vous assurez quelque part que cette électricité elle est décarbonée. Deuxième point, il y a quand même un effort, on va dire, donc le premier point porté finalement plutôt presque sur l'autoconsommation. Le deuxième point, je dirais qu'il y a quand même un effort à faire au niveau national, voire européen, sur la production d'électricité décarbonée. Et encore une fois, et là, bon, je vais prendre ma casquette Artelis, qui est un bureau d'études qui fait d'autres études plus à l'échelle de l'Europe. C'est quand même montré dans les études spécialistes. Bon, après, on peut ne pas croire leurs hypothèses, c'est ce qui fait débat souvent, les hypothèses, mais c'est globalement montré qu'un accroissement des capacités renouvelables électriques en France va diminuer le mix carboné européen. Donc à une petite échelle, avoir plus de NR électrique, ça vous permet quand même de décarboner votre électricité locale pour sûr. Donc, quelque part, si vous vous chauffez à l'électricité, bah, du coup, vous êtes sûr que là, c'est décarboné. Et à l'échelle vraiment macro, ça contribue, on va dire, à l'effort de guerre européen, puisqu'on a un réseau électrique qui est extrêmement bien interconnecté. Et à l'heure actuelle, et je ne dis pas que ça sera le cas dans 10 ou même 20 ans, mais à l'heure actuelle, les mix des voisins sont tellement carbonés que globalement, si on fait plus de NR en France, on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Et pour le coup, le problème, il est pas juste français. Voilà, donc 2 points, local et européen. Pour l'instant, et dans le cadre du SDE qui s'oriente plutôt vers 2030, finalement, l'installation de solaire, enfin, disons que l'installation de renouvelables électriques permet quand même une décarbonisation du mix énergétique global. Voilà, cette affirmation pourra changer suivant ce qui se passe dans les prochaines décennies, évidemment. Merci Laurent. Alors, je propose de passer la parole à Odin Bouquet et après, Cyril, que tu prennes la parole. Tu souhaitais a priori ajouter quelque chose et puis enchaîner après pour la conclusion puisque nous arrivons à la fin de ce webinaire. Si jamais vous n'avez pas pu vous exprimer, n'hésitez pas vraiment à le mettre dans le fil de conversation. On essaiera d'y répondre ou de refléter ces commentaires dans le compte rendu. Excusez-moi. Monsieur ou Madame, Monsieur Bouquet? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation assez intéressante. Cependant, on vous a quand même pas mal parlé de solaire. Je rebondis sur ce petit phénomène. C'est que toutes ces technologies vertes que nous voulons plus ou moins utiliser, comme les panneaux solaires photovoltaïques, les voitures électriques, alors je suis d'accord avec vous que ça va décarboner localement en métropole et dans l'Europe, la France, etc. Mais sauf que toutes ces technologies vertes sont créées du coup dans les pays exportateurs, donc c'est-à-dire les pays qui ont les terres rares et les métaux rares comme la Chine, le Chili, etc. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Pitron, qui affirme que le Chili qui participe à construire, du moins à apporter les terres rares à la Chine et qui construit les voitures électriques, tous les mois en Chine ou même en Chili, ils ouvrent des usines à charbon pour créer de l'énergie. Et en fait, le fait d'importer toutes ces technologies vertes délocalise notre pollution, du coup, et la localise directement dans les pays pauvres. Alors, je ne vois pas forcément une solution dans tout ce qui est
énergie solaire et voiture électrique, parce qu'on ne fait que déporter et exporter la pollution locale, en fait. Enfin, je vois pas, pour ça, j'étais surpris qu'on ne parle pas plus de méthanisation, d'énergie qu'on peut créer le plus localement, être plus producteur que d'importer toutes ces choses. Et d'ailleurs, en plus, on sait que on pense que la Chine diminue drastiquement et volontairement ses prix des voitures électriques et des panneaux solaires afin de garder le monopole sur les autres pays concurrents. Voilà. Alors, je vous avoue que ça serait ça serait compliqué ou très long en fait d'aborder les questions à une échelle plus géopolitique et globale. En tout cas, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est effectivement cette dimension de production locale. La difficulté de la conversation, souvent, c'est que chaque technologie a ses avantages, ses inconvénients, et qu'on rentre dans des controverses qu'il est sain d'avoir, mais qui nous est difficile de traiter là dans le cadre où on en est. Moi, ce que je vous propose vraiment, voilà, c'est qu'on a bien noté tous vos commentaires, on a bien mis en avant la dimension locale, et c'est pour ça aussi je vous renvoyais vraiment sur les ateliers citoyens où on aura l'occasion d'avoir des échanges au-delà des chiffres et des diagnostics,